Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Alors on est juste avant la grande plantation, on est le 8 mai. Les plants vont bientôt quitter la serre et partir au jardin. Alors je vous ai fait une petite vidéo il y a 12 jours, on a fait un petit tour de jardin et notamment on a fait un tour des semis. Et on a pu voir dans cette vidéo-là que les semis commençaient vraiment à fatiguer dans les godets avec des tomates qui avaient les feuilles qui devenaient très jaunes, qui montraient quand même un signe de développement, enfin qu'elles étaient bloquées dans leur développement, pareil sur les poivrons et les aubergines. Et on va regarder dans cette vidéo comment faire en fait pour débloquer la croissance de ces plants, faire en sorte que on puisse les prolonger comme ça jusqu'à la plantation et arriver du coup à la plantation avec des jolis plants. Vous voyez, j'ai pu agir après cette vidéo, hein, généralement je fais ça un peu chaque année. Et on va regarder un peu comment je fais du coup pour débloquer les plants et puis relancer leur croissance et puis faire en sorte d'arriver à la plantation avec des jolis plants bien développés, bien verts et prêts à partir au jardin. Alors j'en profite pour vous montrer les plants dans la serre, vous voyez c'est quand même joli, c'est bien vert, tout ça c'est bien développé et tout ça a bien repris sa croissance après avoir montré quand même des signes de fatigue. Alors, on va souvent avoir ça au niveau des plants typiquement comme les tomates, les poivrons et les aubergines, vraiment des signes de fatigue. Vous voyez, on le voit encore sur ces plans là où j'ai pas forcément agi au maximum, c'est-à-dire un jaunissement des feuilles du bas. Voilà, donc ça c'est typique. Voilà, je vous montre ça. Donc là c'est pas les cotylédons, hein, ces feuilles là, on parle vraiment des vraies feuilles. Les cotylédons ils sont là, ils sont déjà commencés à dépérir, ils sont déjà tombés. Donc les cotylédons c'est ces fausses feuilles qui vont être les premières feuilles à apparaître au niveau du plant. Et après au-dessus de ces deux cotylédons là on va avoir les vraies feuilles qui vont commencer à apparaître. Là on voit sur ce plan là, voilà, un jaunissement au niveau de la feuille du bas, et ça c'est vraiment typique d'une carence en azote. Si les nervures étaient restées vertes et l'internervure jaune, là ça serait autre chose, plutôt un manque de magnésium. On fera un peu le tour rapidement dans la vidéo sur les différentes carences. Donc ce qui va se passer en fait c'est que nos plants dans leur petit pot, alors leur pot c'est généralement quand même on conseille sur tomate, poivron, aubergine, c'est de prendre du pot de 8 cm. Au bout d'un certain temps, ils ont épuisé en fait tout ce qu'il y a à manger dans le terreau, hein, notamment l'azote. Voilà, je vous refais pas un cours sur azote, phosphore, potassium, oligo-éléments, magnésium, tout ça, mais c'est tous des éléments chimiques dont la plante va avoir besoin pour se développer. Et au bout d'un moment, il y en a une certaine quantité dans le pot, puis au bout d'un moment, elle a tout mangé, et à partir du moment où il manque un élément, elle va montrer des signes de carence, et va plus réussir à se développer. Donc pour les aubergines et les poivrons qui ont un développement assez lent, généralement on va commencer à avoir ce genre de fatigue dans le pot à partir de 60 jours après le semis. Et puis pour les tomates, ça va plutôt être 45 jours après le semis, c'est un peu plus rapide. Mais globalement, ça va être en gros l'équivalent de 2 à 3 semaines avant la plantation. C'est là que les plants vont commencer à fatiguer. Donc cette fatigue, ça va beaucoup dépendre du terreau qu'on va utiliser, hein, parce qu'avec des terreaux bien riches, il y aura plus à manger dedans que sur des terreaux très pauvres. Donc voilà, le type de terreau qu'on va choisir, ça va pas mal changer la donne. Alors moi cette année je suis parti sur du terreau de chez Leclerc, là, le terreau Beaujour, terreau universel que j'ai tamisé. Et bon voilà, c'était pas extraordinaire, mais le prix était quand même assez intéressant. Donc je pense qu'en termes de rapport qualité-prix c'est honnête. C'était pas très cher. Et puis au final, vous voyez les plants ils sont quand même, j'ai quand même réussi à les emmener jusqu'à la plantation, ils sont plutôt beaux. Mais voilà, clairement 3 semaines avant la plantation, on a vraiment les plants qui se sont mis à fatiguer, comme j'ai pu le montrer dans la vidéo de tour de jardin que vous avez pu voir. Et d'ailleurs cette année j'ai beaucoup de retours de gens qui se plaignent des terreaux, vraiment qui ont des résultats vraiment problématiques. Les terreaux sont vraiment de pas bonne qualité cette année. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être qu'ils ont fait de la shrinkflation, peut-être qu'il y a eu des nouvelles législations qui ont obligé à changer la composition. Enfin je saurais pas dire, mais en tout cas voilà, beaucoup de gens qui se plaignent de la qualité du terreau, même sur des terreaux chers. Voilà, j'ai eu des très mauvais retours de gens qui sont vraiment pas satisfaits. Donc voilà, ça commence à devenir un peu problématique ces histoires de terreau. Moi je vous dis, terreau Leclerc, terreau universel, Beaujour tamisé, je trouve que ça a fait le travail, c'était pas fabuleux non plus, mais enfin le prix était intéressant, donc je trouve que j'en ai eu pour mon argent. C'est pas un placement de produit, comme toujours, voilà, je vous dis un peu ce que je fais, voilà, je vous partage mon expérience personnelle, voilà, c'est pas un placement. Et donc comme on a les plantes qui fatiguent parce qu'il manque des éléments dans le terreau et qu'elles l'ont épuisé, il va falloir trouver le moyen de rapporter à nouveau aux plantes ces éléments. Alors j'en profite pour vous montrer un peu les plants après action, hein. Vous voyez là ils sont quand même bien beaux, ils sont bien verts. Vous voyez ça, regardez ça les tomates là comme elles sont belles, elles commencent à avoir les premières fleurs d'ailleurs sur les tomates. Donc vraiment content du résultat. Alors pour savoir quel est l'élément qui manque à votre plante, je vous avais fait une vidéo il y a 1 ou 2 ans pour reconnaître justement le type de carence, le type d'élément qui manque. Là on va juste faire un petit résumé très vite. Donc si c'est les feuilles du bas qui jaunissent de manière uniforme, voire toute la plante avec les feuilles qui jaunissent de manière uniforme, c'est un manque d'azote, ça c'est assez typique.
Si par contre vous avez un jaunissement comme ça, mais que les nervures restent bien vertes, alors si c'est les feuilles du bas, c'est-à-dire les vieilles feuilles, les premières feuilles, ça va être un manque de magnésium. Et si c'est les feuilles du haut comme ça qui sont jaunes avec les nervures qui restent vertes, là c'est plutôt un manque de soufre ou de fer. Alors si vous avez les feuilles qui deviennent violacées, ça arrive souvent notamment sur les tomates. Alors là généralement c'est un manque plutôt de phosphore. Alors sachant que en plus généralement ce manque de phosphore, ça peut être dû plutôt à d'autres choses, à des choses secondaires. C'est-à-dire c'est pas qu'il manque du phosphore dans votre peau. Et si la plante a froid, notamment, ça bloque l'assimilation du phosphore. Donc là, c'est une des choses qui va faire en sorte que votre tomate devienne un peu violacée. C'est pas qu'il n'y a pas de phosphore dans le terreau, mais c'est qu'elle a eu froid. Ça peut arriver c'est aussi être variétal. Hein. Il y a certaines variétés de tomates qui sont violettes, qui sont un peu plus violettes. Si vous avez la plante qui met un peu les feuilles vers le haut comme ça, typiquement c'est qu'elle a eu froid. C'est le genre de choses, c'est assez symptomatique qu'elle ait pu avoir froid. Si en plus vous avez des signes de feuilles un peu violettes, c'est vraiment typique, elle a manqué de chaleur. Alors, ce qui peut se passer également dans votre terreau, alors ça on a pu constater ça également cette année, notamment je repense à Kali là, qui nous a partagé une image d'une mesure de pH sur son terreau avec un pH en dessous de 5, avec des pH donc extrêmement acides. Le problème qu'on va avoir avec le pH dans un godet, c'est qu'il n'y a pas de capacité tampon, hein, puisque vraiment le contenant est tout petit. Et donc le peu d'eau qu'on va mettre va pas tamponner le pH du terreau. Et donc le pH peut vite se retrouver acide dans ce genre de godet. Et voilà, donc des mesures à moins de 5 de pH. Et donc ça c'est typique, hein, en fonction du pH, les éléments sont plus ou moins absorbables par les plantes sur des pH très acides. Notamment à 5, le phosphore est complètement bloqué, il est plus assimilable, et on a également tous les autres éléments qui commencent à être, même s'ils sont pas complètement bloqués, ils sont quand même beaucoup moins assimilables, hein, tout ce qui est azote, potassium, magnésium, tout ça, c'est quand même déjà beaucoup plus bloqué. Donc ça peut être une question de pH. Donc voilà, identifier le fait que c'est un problème de pH, c'est pas forcément évident à savoir, parce que ça demande des appareils hein, pour pouvoir mesurer le pH dans votre peau. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est pas forcément facile à identifier, mais voilà, une croissance bloquée, puis notamment le fait que c'est une croissance avec des feuilles qui deviennent violacées, hein, c'est vraiment un blocage du phosphore, et ça peut être dû notamment à un terreau beaucoup trop acide. Et donc le dernier cas généralement qu'on pourrait avoir, c'est des feuilles qui sont un peu brûlées sur l'extérieur. Là je vous montre une feuille, mais celle-là n'a pas du tout le problème. Et ça serait un signe plutôt de carence en potassium. Et alors par contre, chose importante également, là il faut pas vous faire avoir, là, les deux petites feuilles du bas dont on parlait, les cotylédons, ils vont jaunir, hein. Donc ça c'est normal, vous voyez, ça c'est les cotylédons là, les deux petites feuilles là que je vous montre, voilà qu'on voit en bas. Les vraies feuilles commencent ici, là on voit vraiment des feuilles de tomates, ça c'est pas les feuilles de tomates, c'est les cotylédons. Et donc c'est normal hein, qu'ils jaunissent, et après ils vont même tomber, hein. Vous voyez là j'en ai qui sont tombés à côté, on les voit. Donc voilà, si ces feuilles là jaunissent, faut pas vous en inquiéter, c'est normal, hein. Elles vont tomber, c'est les premières feuilles, en fait c'est les premiers panneaux solaires que déploie la graine pour commencer à faire de la photosynthèse. Mais après, ils vont disparaître, ils vont tomber, puis les véritables feuilles vont prendre la relève. Donc voilà, vous inquiétez pas si vos cotylédons jaunissent. Donc le plus efficace, hein, si on a la place et qu'on a les pots, c'est de rempoter en fait nos plants qui vont être dans des plants de, par exemple ici, de 8 cm, les rempoter dans des pots plus grands, donc des pots typiquement de 1 litre, des pots de 10 par 10. L'intérêt de ça, c'est que en faisant ça, on double quasiment la quantité de terreau disponible pour la plante, hein. Alors il faut voir que pour un godet de 7 cm, hein, donc des petits godets comme ça, ouais, petit godet de 7, là on va avoir une contenance à peu près de 270 ml dans un godet comme ça. Si je vous prends un godet de 8, hop, alors je vous les attrape juste à côté en même temps, donc voilà, un petit œillet d'Inde, un petit cosmos, voilà, un godet de 8, là on va avoir une contenance de 400 ml, et dans un godet comme ça, de 10, hop là, il risque de basculer là. Voilà, et dans un godet de 10 comme ça, là je vais avoir une contenance de 900 ml. Donc quand je passe d'un godet de 8 à un godet de 10, je fais plus que doubler le volume, hein, je passe de 400 à 900 ml. Et là, je fais plus que 3 fois et demi le volume, hein, je passe de 270 à 900 ml. Alors les chiffres que je donne, hein, 270 et 400 et 900, c'est des chiffres un peu approximatifs, hein, parce que c'est pas vraiment des cubes, hein, on voit, ça se resserre en descendant. Donc voilà, ça c'est des chiffres un peu estimatifs, mais bon, c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Donc vraiment, quand on agrandit un petit peu l'arête du carré, le fait que ça soit au carré justement, puis même au cube, puisqu'il y a aussi beaucoup plus de hauteur, le volume grandit beaucoup plus vite que l'arête.
C'est pour ça que en passant de ça à ça, on fait x2,5. Alors le souci qu'on va avoir avec ce genre de pot là, c'est que par contre ils prennent quand même plus de surface, hein. Vous voyez, on est sur un carré de 10 par 10 au lieu d'un carré de 8 par 8. Et donc ce genre de pot là prennent 1,5 fois de place de surface que ce genre de pot là. Donc il faut avoir la place dans la serre, hein, pour pouvoir les entreposer. C'est pour ça que moi je les ai pas tous transférés en pot de 1 litre, parce que la serre après était pleine. J'avais plus d'espace pour mettre plus de plants. Donc certains sont restés dans des pots de 8 cm, mais ceux que j'ai pu, j'avais quand même de la place, donc ceux que j'ai transvasés en pot de 1 litre, vous voyez, ils ont vraiment apprécié, ils se sont très bien développés, ils ont très bien repris, ils sont bien verts, et là j'ai vraiment des beaux plants pour partir au jardin. Encore un là, vous voyez, qui a des fleurs, donc qui est quand même bien parti, bien en avance. Alors le rempotage en pot de 1 litre, hein, c'est vraiment, je trouve, la meilleure solution. Alors comme je vous l'ai dit, ça demande de la place, il faut avoir l'espace dans la serre ou pouvoir les entreposer. Mais je trouve que c'est quand même vraiment la meilleure technique pour relancer ces plants. L'intérêt également, c'est par exemple si c'est un problème de pH, si en rempotant vous utilisez un autre terreau que le terreau d'origine, vous avez de bonnes chances de régler ce problème de pH en tamponnant, du coup, en fait en doublant la quantité de terreau. Donc c'est vraiment, c'est tout bénef, je trouve. Et ça fait vraiment des plants qui prennent une deuxième jeunesse et qui se développent, qui deviennent vraiment bien beaux. Par contre, voilà, il faut avoir la place. Alors c'est des pots, en plus c'est super intéressant, ils sont très robustes, très résistants. C'est pas comme les petits pots classiques, hein. Si je m'amuse à faire ça avec un pot comme ça, je vais le casser, hein. Faut surtout pas faire ça, mais avec ceux-là on peut. C'est du polypropylène, alors ça c'est plutôt du polyéthylène, c'est moins costaud, et ça c'est des pots vraiment qui résistent, qui tiennent longtemps. Donc voilà, c'est des pots que j'avais achetés. Alors moi à l'époque j'avais trouvé ça sur Mano, j'ai recherché l'offre à nouveau mais elle n'existe plus. Alors tout ce que je vais vous dire là, hein, c'est pas du placement de produit, hein. Moi je suis vraiment le pire youtubeur de l'univers, hein. Je suis incapable de faire un placement de produit rémunéré. Donc voilà, c'est vraiment l'expérience que j'ai personnellement que je vous partage. Ces pots-là, exactement ceux-là, je les ai retrouvés sur un autre site. Je vous mets le lien en description, donc pas de, je touche rien là-dessus et tout. C'est voilà, j'ai retrouvé les mêmes pots. Je vous mets le lien. Et puis il y a d'autres pots un peu équivalents sur un autre site. Voilà, j'ai cherché un peu sur différents sites, sur Amazon, sur Mano, j'ai essayé d'en retrouver, sur monpotdefleurs.com, sur mon gros shop et tout, genre de trucs. J'ai cherché un peu partout. J'ai trouvé ces deux liens-là qui trouvaient intéressants. Sur Amazon, j'en ai trouvé également qui étaient pas mal, des pots de 1 litre qui avaient l'air vraiment joli, vraiment sympa. Par contre ils étaient moins hauts. L'intérêt quand même c'est d'avoir des pots plutôt hauts et plus hauts que larges pour justement maximiser le volume par rapport à l'espace qui est pris, la surface qui est occupée par les pots. Donc ceux de Amazon que j'avais trouvé étaient plus bas. Ils faisaient genre 8 cm de haut, alors que ceux-là font 10 cm de haut, même 11 cm de haut, ceux-là je crois. Donc on a un volume plus grand, il vaut mieux essayer de trouver des pots plutôt qui partent vers la hauteur pour optimiser la surface occupée dans les serres. Par contre, avec des pots plus hauts, forcément, la remontée de l'eau par capillarité, si on arrose par bassinage, est un peu plus compliquée. Donc, c'est des pots, faudra potentiellement arroser un peu par le haut aussi, et par bassinage, et puis de temps en temps arroser un peu par le haut, parce que le terreau en haut du pot peut avoir des difficultés à se mouiller, avoir l'eau qui remonte jusqu'en haut. Et donc pour arroser par le haut les godets, hein, dans les serres, ça peut être intéressant de vous équiper de ce genre d'arrosoir, voilà, avec des becs très longs. Qui permettent vraiment d'aller chercher les pots au fond de la serre et d'arroser délicatement à un endroit bien précis pour pouvoir bien viser. Donc voilà, ça c'est un peu un indispensable. Alors le problème c'est que c'est généralement des arrosoirs à petite contenance, donc on passe son temps à les remplir, mais c'est quand même bien efficace pour faire du bon travail. C'est un peu plus long d'arroser par le dessus que par bassinage, mais comme je vous l'ai dit, sur des terreaux, sur des godets vraiment bien hauts, ça permet de vraiment bien mouiller tout le terreau du godet sans l'inonder, sans être obligé de le faire bassiner dans 4 cm d'eau, et que par contre voilà, là il y a trop d'eau et qu'ils finissent par être noyés. Donc là cette année pour le rempotage, hein, dans les pots de 1 litre et puis compléter également les pots de 8 on va voir ça juste après. J'ai utilisé ce terreau là, je connaissais pas et j'en suis plutôt content, plutôt un bon résultat. Donc c'est un terreau assez cher, hein, j'ai mis le prix, un terreau vraiment fait pour semi-bouturage, hein, et voilà, les rempotages, tout ça c'est vraiment fait pour, et il a fait vraiment du bon résultat. Donc voilà, c'est une marque que je connaissais pas, hop je vous montre ça. Où est-ce que j'avais trouvé ce terreau là? Non, c'est pas Gamber, c'était Jardiland, c'est ma femme qui allait me le chercher, c'est vrai, ça me revient. Et voilà, plutôt du bon résultat, assez content de ce terreau là. Il a fait du bon travail avec en plus une texture vraiment super. Voilà, une texture vraiment sympa, presque, on a l'impression qu'il y a un peu du sable dedans et tout. Vraiment très léger, vraiment très agréable à travailler. Donc voilà.
Voilà, si je dois vous recommander un petit terreau, celui-là il peut être pas mal. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de prix que le terreau premier prix de Leclerc, mais voilà, forcément c'est un peu plus cher et c'est meilleure qualité. Donc voilà, sur cette question des terreaux, c'est vraiment pas une question facile parce que on pourrait se dire, ben voilà, si on achète des terreaux bas de gamme, on va avoir des mauvais résultats, et si on achète des terreaux chers, on va avoir des bons résultats. Et ben il s'avère qu'il y en a qui ont acheté des terreaux chers, qui ont des résultats vraiment pas bons du tout. Là, vous voyez quand même avec un terreau universel de chez Leclerc hein, que j'ai un peu pimpé après par la suite. On va regarder ça, ben, j'ai quand même des résultats sympas. Donc voilà, c'est pas évident. En même temps, voilà, le terreau de qualité que j'ai acheté derrière pour compléter un peu les plans était vraiment bon, vraiment agréable à travailler. Et puis j'ai des résultats aussi sympas dans le fait d'avoir doublé le volume de terre dans les pots. Donc il n'y a pas de réponse simple à cette question-là. Et la question du terreau, c'est une question qui revient souvent en commentaire. Hein, c'est une question que vous me posez. Alors voilà, moi je peux juste vous partager mon expérience personnelle, ce que moi j'ai fait personnellement. Voilà, ça a marché. Mais voilà, en plus d'une année sur l'autre, on n'est pas garanti que la qualité soit toujours la même. Donc ça se trouve les terreaux que je vous ai montrés l'an prochain, ils seront pas de la même qualité. Donc voilà, c'est un peu la loterie à chaque fois. On va faire un peu le tour de tous les plants que j'ai rempotés en pot de 1 litre. Hein. Voilà, et vous voyez, regardez ça les tomates. Alors ça c'est de la cœur de bœuf, si je dis pas de bêtises. Alors toujours pareil, les cœurs de bœuf, ça fait des toutes petites feuilles, ça a l'air un peu décharné, mais elles sont quand même vraiment belles. Hein. Les plants sont beaux, là ils font 35 cm je dirais. Les interneux sont pas énormes, hein. Ils ont pas du tout filé. Donc voilà, plutôt sympa. Les pieds sont bien violacés en bas, donc c'est-à-dire que voilà, ils sont bien costauds, assez épais. Alors ils sont pas hyper trapus non plus, mais quand même plutôt pas mal. On voit quand même que là, en bas là, hop, j'ai quand même des feuilles encore un petit peu jaunes. Donc bon, il y a quand même encore un petit peu de carence. Mais bon, là maintenant, ça va partir au jardin. Donc voilà, plus de soucis. Là, c'est le moment de la plantation. Ils vont partir vivre leur grande aventure. Ces plants-là à côté, donc ça, c'est de la marmande. Bien trapu, bien ramassé, bien vert. Donc voilà, plutôt joli, très content de ces plants-là. Alors pareil à côté, là, ces plants-là sont beaux. Alors je pense que ça doit être encore de la cœur de bœuf. Oui, c'est ça, cœur de bœuf. Alors en haut, sur l'étage du haut, là, on voit les aubergines. Donc ça, c'est la Violetta Longa, les graines de chez Lidl. Vous voyez, hein, plan magnifique. Hein. Donc voilà, les graines Lidl, hein, ça fait le travail. Les California Wonder à côté, là, les poivrons. Pareil, rempotés en pot de 1 litre, ils sont vraiment jolis. Ah, je commence à avoir... Ouais, là, peut-être des... Non, c'est bon. Je crois que c'était des attaques de pucerons. Souvent, juste avant la plantation, on commence à avoir des attaques de pucerons. Sur les piments et les poivrons. Hop, ça retourne là d'où ça vient. Vous voyez un peu tous mes semis de fleurs, on en reparlera. Fait pas mal de fleurs cette année, je suis assez content. Vous voyez, ça c'est des belles de jour. Et puis regardez ça, comme c'est beau ça. Ça c'est le fenouil, ça c'est le thym. Alors puis le fait d'avoir des petits godets de couleurs comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet vraiment de bien identifier les cultures en un coup d'œil. Et puis c'est vraiment joli. Il y a un petit côté esthétique vraiment sympa. Bon, j'avais acheté ces godets un petit peu chers, mais franchement, je regrette pas. Franchement, c'est sympa. Puis notamment, par exemple, pour les cucurbitacées. Moi, généralement, je me mélange toujours un peu tout sur les cucurbitacées. Au bout d'un moment, après, quand arrive le moment de la plantation, je sais plus qui est qui, parce que je ne m'amuse pas à mettre une étiquette par godet. Et là, je peux identifier les plants à la couleur du godet. Donc, les concombres, ils sont en violet foncé. En jaune, là, ça va être les longues de Nice. En vert comme ça, c'est les butternuts, en bleu-vert. En violet à droite, c'est les courgettes. Et donc comme ça, quand je prends n'importe quel plant, je peux l'identifier à la couleur. D'ailleurs, il faut vraiment que j'arrose là. C'est très très sec, je vais leur mettre de l'eau. Donc voilà, pour arroser, c'est un peu les vases communicants en permanence. C'est-à-dire que j'ai des gros arrosoirs comme ça que je laisse en extérieur pour que l'eau soit à température ambiante. L'idéal, ça serait d'avoir un bac plein d'eau pour pouvoir y tremper les petits arrosoirs pour les remplir rapidement. Mais voilà, j'ai pas l'espace ici pour mettre un bac d'eau. Mais c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je fasse. Et donc ce que je fais, c'est que je remplis mes petits arrosoirs avec cette eau-là. J'évite du coup d'arroser à l'eau glacée. Hein. Éviter de leur faire un choc thermique. Et puis comme justement on se bat pour essayer d'avoir des degrés, c'est dommage voilà, de fusiller ces plants avec de l'eau glacée. Et après, du coup, c'est compliqué d'arroser en hauteur, tout ça, et de faire du travail propre et délicat avec des gros arrosoirs. Donc je retransfère dans les petits arrosoirs. Hop, j'ai ce sorte de petit tabouret là, ce petit escabeau pliable qui me sert à monter dans la serre. Hop, et là après, j'arrose par bassinage. Voilà, je mets de l'eau. Voilà, le concombre il va bien boire là. Bon, c'est compliqué de faire ça avec une seule main. Voilà, j'ai dégagé un concombre. Voilà, et là j'arrose. Voilà, là j'en mets de l'eau parce que vraiment ils ont soif.
Et là, les cucurbitacées, voilà, c'est quand même des cultures qui se développent assez vite. Hein. Ça fait moins d'un mois hein, normalement qu'on les garde en pot. Et puis ça part rapidement au jardin. Mais comme je vous l'ai dit, les cucurbitacées, je me pose de plus en plus de questions. Je me demande si ce serait pas plus intéressant d'essayer de les semer en pleine terre. Je pense que l'an prochain, on fera des comparatifs où j'essaierai de faire une partie des semis en pleine terre. On a pu voir dans la dernière vidéo que ça fonctionne bien. Donc allez, on continue le tour. J'en profite également pour vous montrer mes plants d'artichauts que j'ai rempotés dans des pots de 1 litre. Regardez ça, ils commencent à être vraiment beaux, à être magnifiques. Alors j'ai vu des plants comme ça, alors peut-être un peu plus grand quand même que ça, un peu plus développé. En jardinerie, ils vendent ça 7 €. Donc voilà, imaginez un peu, là j'ai 12 plants. Donc je vais me faire une belle zone d'artichauts dans le jardin. Si j'avais dû acheter tous ces plants-là, j'en aurais eu pour 50 €. Parce que bon, je vais pas les compter à 7, ils sont un peu plus petits, mais au moins 40-50 €. Donc si on doit s'acheter tous ces plants, hein, ça chiffre vite. Surtout qu'en plus cette année les plants ils sont pas forcément magnifiques dans les jardineries, il n'a pas fait assez chaud, les plants sont pas aussi bien développés, vous n'aurez pas des plants beaux comme ça. Donc voilà, enfin, ça dépend des endroits, mais moi ce que j'ai pu voir, ils galèrent un petit peu sur les plants cette année. Donc on continue la balade, ici encore des pots de 1 litre. Voilà, donc des physalis là à droite, vous voyez qui sont très beaux, bien développés. Ici des poivrons, donc toujours du California Wonder, et puis à gauche tomates cerises et puis rose de Berne. Donc voilà, tout ça est beau, tout ça va partir au jardin et je suis assez content de ce rempotage en godet de 1 litre hein, chaque année. Je suis rarement déçu, ça marche très très bien. Hop, j'ai 2-3 petits trucs qui germent dans les pots qui sont pas voulus, je les enlève. Et alors donc voilà, on arrive à l'autre option qu'on peut activer en cas de plants qui commencent à fatiguer. C'est juste de compléter le niveau qu'on va avoir dans notre godet de terreau. Souvent ce qui va se passer, je vais essayer de vous trouver un autre godet qui n'a pas été complété. Voilà, par exemple sur ce Cosmos là, hop, on voit que le niveau du terreau a beaucoup baissé par rapport au niveau d'origine. Quand j'avais rempli le pot, j'avais sûrement du terreau jusqu'au trait du haut. Et avec les arrosages, avec le fait que la plante elle pompe du coup dans le terreau, on a le niveau du terreau qui baisse. Alors ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est prendre nos plants et compléter le niveau avec un bon terreau. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec le terreau que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc déjà tout de suite, on rajoute quasiment 30 à 40% de contenant pour le plant. Donc déjà tout de suite on l'aide bien. L'autre chose également qu'on peut faire, c'est rajouter les éléments chimiques qui manquent en rajoutant, en arrosant avec de l'engrais. Donc quand on fait cette action là, clairement il faut plutôt prendre de l'engrais liquide. L'idée c'est vraiment de faire en sorte que les nutriments soient disponibles immédiatement pour la plante. Donc avec de l'engrais, avec des petits bâtonnets à faire fondre ou de l'engrais en granulé, ça va mettre plusieurs jours à fondre et puis à être disponible. Donc c'est pas forcément idéal, ou alors sauf à vraiment faire fondre cet engrais en granulé, genre de choses, dans un arrosoir, vraiment bien touillé, faire en sorte qu'il fonde dedans, pour arroser après du coup avec l'engrais dilué dans l'eau, enfin l'engrais qui a fondu dans l'eau. Sinon le plus simple c'est d'utiliser directement des engrais liquides. Alors, on peut utiliser de l'engrais utilisable en agriculture biologique ou non. Alors là-dessus, ça se discute, et chacun fait un peu comme il veut, sachant que l'engrais bio est quand même généralement plus cher que l'engrais non bio. Mais bon, des engrais liquides non bio, on commence à avoir du mal à en trouver, parce que les gens veulent beaucoup du bio aujourd'hui. L'intérêt de l'engrais non bio, c'est que vraiment il est assimilable de suite. C'est de l'ammonitrate de synthèse, hein, donc l'azote il va être sous forme de nitrate et d'ammonium dans le liquide, et il est vraiment immédiatement assimilable par les plantes. Dans ce genre d'engrais-là, je ne suis pas sûr que l'azote soit sous forme vraiment pure de nitrate ou d'ammonium qui soit immédiatement assimilable. Il y a peut-être une petite décomposition nécessaire, préalable et tout. Enfin, je ne saurais pas trop dire, mais j'aurais quand même tendance à dire que ça doit être un peu moins assimilable rapidement que sur des engrais de synthèse. La fertilisation à long terme, je ne conseillerais pas forcément les engrais de synthèse. La forme azotée qu'il y a dedans est vraiment pas idéal. Par contre, voilà, je pense que pour donner un coup de boost à vos plants, quand vous allez essayer de leur rapporter des nutriments dans vos godets de 8, utiliser de l'engrais de synthèse, vraiment, c'est la garantie que ça va être disponible immédiatement. Alors après, sur l'aspect environnemental, entre les engrais de synthèse et les engrais bio, faut quand même savoir que les engrais bio, c'est quand même de l'engrais de synthèse recyclé, hein, parce que souvent c'est fait avec des restes de betterave ou ce genre de choses. Et c'est des cultures en fait qui ont été faites à l'engrais de synthèse, hein, pour l'essentiel. Alors l'azote qui est présent dans ces cultures, au lieu que ça parte à la nappe phréatique
ou que ça fasse de l'eutrophisation, que ça fasse des algues vertes dans les rivières ou dans la mer, eh ben on le récupère et puis on en fait un engrais qui resserre à nouveau, donc c'est du recyclage. Donc c'est des engrais bio, c'est clairement c'est sympa. Par contre, voilà, c'est quand même l'azote à l'origine, et il est issu d'un procédé quand même Haber-Bosch. Alors Haber-Bosch, je vous ai fait une vidéo là-dessus il y a longtemps quand j'ai fait mes vidéos sur le cycle, enfin tout mon cycle de vidéos sur l'azote. Haber-Bosch, c'est le procédé en fait de synthèse des engrais azotés, et ça utilise du gaz naturel pour l'essentiel, pour récupérer l'azote de l'air. Il y a toute une réaction qui est faite pour passer par un stade ammoniaque, et puis après, voilà, on en fait des ammonitrates de synthèse. Et voilà, donc tout ça c'est une réaction qui utilise du gaz naturel et qui relâche du CO2. Et puis sur les engrais bio, on va récupérer du coup les restes de culture qui ont été faites à l'engrais de synthèse pour récupérer l'azote qui est dedans. Sachant que ces restes de culture, si on n'avait pas fait de l'engrais bio, il y a de fortes chances quand même que ça aurait été épandu dans des champs pour faire du compost, de la fumure, et puis ça aurait été quand même, il y a quand même peu de chances que ça se soit perdu, surtout au prix de l'azote aujourd'hui, c'est de plus en plus rentable comme de récupérer tout ça. Donc voilà, c'est pour faire un petit mot quand même sur les histoires des engrais bio, pas bio. La part, du coup, la question qui se pose, c'est cette part de la pollution originale qui a servi à faire la première betterave, qui après a permis de faire l'engrais bio. Est-ce qu'on l'impute à 100% sur la première betterave, où on partage entre la betterave et puis également l'engrais bio qui a été fait derrière en recyclant les restes de betterave? Voilà, quelle part du coup de la pollution revient à l'azote au final en première utilisation puis en deuxième utilisation. Voilà, c'est compliqué de répondre à ces questions-là. Mais c'est pour dire quand même que l'engrais bio, voilà, à la base, c'est quand même du recyclage d'engrais pas bio. Et sur ces questions d'engrais, je pense qu'il faut quand même faire la différence entre l'engrais et les pesticides. Les gens ont plutôt tendance à faire un grand sac où ils mettent tout dedans. Voilà, autant tout ce qui est pesticides, insecticides, voilà, clairement, moi quand je jardine, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Regardez ça qu'il y a là. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'utiliser au jardin, que j'ai envie de mettre en avant, à part le fer à molle, moi j'utilise rien du tout. Par contre, voilà, sur les engrais, je trouve c'est différent, parce que la question surtout, c'est l'impact environnemental pour leur production. Et puis après, voilà, également la forme d'azote qu'on va apporter aux plantes. Entre une forme vraiment très minérale, très forme nitrate, on va dire, qui est pas forcément la meilleure forme à donner aux plantes, parce que généralement ça fait faire de la turgescence aux plantes. Alors c'est pour ça qu'ils aiment bien ça, parce que justement les plantes se gavent d'eau, elles gonflent, et puis du coup ça fait du poids, même si ça fait pas forcément des plantes très riches en termes de nutriments. Nourrir les plantes au nitrate, ça permet vraiment de gonfler les rendements, mais voilà, on gonfle les rendements en faisant des plantes pleines d'eau. D'où pour la nutrition à long terme, je conseille plutôt d'utiliser des engrais, enfin même plutôt carrément utiliser juste du paillage, de la matière organique, des fumiers, des composts, ce genre de choses, avec un azote beaucoup moins fast-food pour les légumes. Mais voilà, pour en tout cas booster vos plants avant la plantation, là pour le coup c'est vraiment une autre approche. On veut justement qu'ils puissent accéder immédiatement à ces éléments minéraux, d'où l'intérêt quand même d'utiliser peut-être des engrais de synthèse ou des engrais liquides, vraiment où c'est rapidement disponible. Et donc voilà, au niveau de la réflexion, faire la différence entre les engrais et puis insecticides, pesticides, fongicides, voilà, pour moi c'est quand même deux choses différentes. Il faut pas faire un gros tas avec tout. Sachant que voilà, il y a une sorte de jugement, je trouve quand même des fois qui est un peu dur. Là, je vois dans la région, il y a quand même plein de petits vieux qui font des très grands potagers. Ils font ça pour économiser de l'argent, se faire un petit peu de pouvoir d'achat supplémentaire, et puis ils se font le potager au granulé bleu 10-10-10 d'engrais de synthèse. Voilà, j'ai quand même du mal à leur jeter la pierre, alors que certains qui font du jardinage très naturel et qui font 3 voyages par an en avion au bout du monde vont se permettre de les juger, alors que clairement d'un point de vue impact environnemental, le petit vieux avec son 10-10-10, il sera bien mieux que le second, qui fait de la permaculture, tout ça, et qui part en vacances à Bali. Alors au niveau de l'engrais, vous avez également la possibilité d'utiliser de l'urine diluée à 10%. Ça fonctionne, l'urine, voilà, il y a une molécule dedans qui est l'urée, c'est de l'azote quasiment minéral. C'est même un engrais qu'on utilise dans les champs, l'urée, donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Par contre, voilà, je vous préviens, méfiez-vous de l'odeur. Moi, c'est quelque chose que j'avais essayé une fois et je ne referai plus. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment compliqué. Alors si vous arrosez avec ce genre d'engrais naturels, les engrais bio, ils ont quand même tendance à avoir une odeur assez forte.
que j'ai moins que j'ai remarqué que les engrais de synthèse. Et l'urine, vraiment, voilà, c'est vraiment l'odeur de l'urine classique. Donc il faut être capable d'apprécier ça. Donc bon, là c'est une serre extérieure, hein, donc il n'y a pas de souci, mais faites attention, hein, voilà, pour ceux qui font leur semis en intérieur, le fait de complémenter avec de l'engrais, voilà, faites très attention à l'odeur. Si vous arrosez, préférez arroser, comme je vous l'ai dit, au niveau du godet et pas par bassinage, parce que là, clairement, par bassinage, là, vous allez avoir vraiment une très forte odeur. Vous aurez quand même beaucoup moins d'odeur si vous arrosez directement dans le godet. D'où l'intérêt toujours d'avoir ces petits arrosoirs à long bec, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors ce que j'ai fait également là au niveau des plants, c'est que je les ai laissés sécher un peu, hein. Moi j'ai tendance à avoir un peu la main lourde sur l'arrosage, pour une raison bien simple, hein, c'est que il faut que les plants puissent rester plusieurs jours ici sans intervention de ma part. Et dès qu'il fait chaud, ça a tendance à sécher très vite. Et c'est pour ça que j'ai tendance à mettre quand même pas mal d'eau avant de partir. Mais si jamais une fois que je pars, il fait pas beau et qu'il fait gris, là par contre l'eau sèche pas du tout et les plants vont passer 3-4 jours à baigner dans l'eau dans une température assez fraîche, hein, comme on a pu l'avoir plutôt ces derniers temps, comme vous avez tous pu le constater avec une année 2024 qui part quand même sur un climat plutôt frais et très pluvieux, très gris. Donc les plants sont restés pas mal de jours des fois à baigner dans l'eau. Donc voilà, ça c'est pas forcément génial pour ce qu'on appelle l'asphyxie racinaire. Alors je pense quand même que on en fait un peu des caisses autour de ça, surtout au niveau des tomates, hein. Je pense que les tomates, elles supportent assez bien ce problème-là, les solanacées en général. Alors beaucoup moins, je dirais beaucoup moins ça pour des cucurbitacées, mais j'ai quand même l'impression que les solanacées, elles passent quand même relativement bien au travers, mais bon, faut pas non plus exagérer, c'est pas non plus des nénuphars, hein, il faut pas les faire pousser dans l'eau. Donc là, après les avoir rempotés, j'ai laissé bien sécher ça quand même. J'ai arrosé quand même, j'ai fait en sorte qu'il y ait de l'eau, mais pas que ça baigne, et puis que ça puisse re-respirer pas mal. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur ce sujet, sur comment faire en sorte de rapporter une deuxième jeunesse à vos plants avant qu'ils puissent partir au jardin au moment où ils commencent à épuiser vraiment les nutriments qu'il y a dans leur contenant d'origine. Je vous ai donné un peu les approches que j'utilise, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. On peut également se retrouver sur Potager Coach, là mon logiciel que je développe pour assister les jardiniers au potager. On retrouve du coup tous les tutos que j'ai pu faire sur les différents légumes, enfin plein de choses. Également un plan pour faire son jardin, des calendriers des semis personnalisés vraiment à votre région, avec tout un algo qui calcule vraiment, qui optimise ça en fonction des courbes de climat de votre... Enfin voilà, j'ai bien bossé parce que là-bas je suis quand même informaticien en plus d'être passionné de jardin. Voilà, je vous invite à aller voir des fiches légumes vraiment complètes avec toutes les infos. On retrouve notamment les tutos, voilà, puis le plan du jardin, faire toutes les stats et tout. Enfin, voilà, un logiciel vraiment bien complet. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.